Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Cette vidéo vient terminer le thème sur la Seconde Guerre mondiale et je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la politique d'extermination menée par les nazis dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 et jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Pour traiter cette question, il faut se poser trois questions. Tout d'abord, qui est visé par cette politique ? Ensuite, quelle est la durée de cette politique, c'est-à-dire quelles sont les grandes étapes de ce processus? Enfin, quelles sont les méthodes utilisées par les nazis, c'est-à-dire avec quels moyens, quels procédés est-ce qu'ils ont opéré? Nous terminerons par un bilan de cette politique, à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan psychologique, et enfin sur le plan judiciaire, comment condamner ces agissements et prévenir le monde de ce genre d'actes. Commençons d'abord par délimiter le cadre social de ce sujet. Quelles populations ont été visées et affectées par la politique nazie? Rappelons que les nazis et leur chef Hitler classifient les hommes en fonction de critères de race. Pour eux, il existe une race supérieure, appelée les Aryens, comprenant les peuples germaniques et scandinaves qui doivent dominer l'Europe. Ensuite, on trouve des races tolérées comme les Latins, mais aussi les Japonais. Ensuite, des races d'esclaves, les Slaves, les Africains, les Asiatiques. Pour terminer, des races inférieures ou sous-races. C'est pour cette dernière catégorie que les nazis vont mettre en œuvre une politique d'extermination, puisqu'ils les considèrent comme des sous-hommes, des êtres nuisibles qui doivent être exterminés. Mais alors qui appartient à cette catégorie? Eh bien d'abord ce sont des hommes et des femmes qui sont jugés impurs, comme notamment les Juifs, très nombreux en Europe centrale et orientale, soit environ 10 millions d'individus en 1933, soit 60% de la communauté juive mondiale à l'époque. Mais également les Tziganes, c'est-à-dire les Roms. Ensuite, on peut rajouter dans cette catégorie également des individus considérés comme salissant et affaiblissant la race allemande. Parmi eux, les handicapés mentaux, mais également, ensuite, les homosexuels. Maintenant que nous savons qui sont les victimes, il faut expliquer les étapes de cette lente élimination physique en reprenant la chronologie. Pour commencer, les pratiques d'extermination de masse ne sont pas nouvelles, puisque durant la Première Guerre mondiale, nous avons déjà vu qu'un peuple avait été victime de génocide, le peuple arménien en 1915. Mais le processus d'extermination des nazis est beaucoup plus organisé et planifié. Il s'est déroulé en deux grandes étapes. La première est une phase de persécution, c'est-à-dire de rejet, de discrimination, d'exclusion, d'humiliation, qui commence dès 1932 et se poursuit jusqu'au déclenchement de la guerre en 1939. La deuxième phase est une phase d'élimination physique, qui s'enclenche dès l'entrée en guerre en 1939 et se poursuit jusqu'à la fin du conflit en 1945. Cette phase, plus violente et meurtrière, montre un durcissement de la politique nazie afin d'atteindre son objectif, l'épuration et la nazification de l'Europe. Revenons sur la première phase, celle de la persécution. Celle-ci commence dès 1932 avec le boycott des magasins juifs. Ensuite, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, une véritable politique de discrimination se met alors en place. En effet, les lois de Nuremberg, promulguées en 1935, fixent déjà des interdits politiques, économiques et sociaux aux juifs. On leur enlève leur citoyenneté, ils ne peuvent plus exercer certains métiers, on refuse qu'ils se mélangent et se métissent avec la population allemande, et leurs biens sont confisqués. Ces lois s'accompagnent de pratiques discriminatoires et humiliantes comme le port de l'étoile jaune, le recensement des juifs, le fichage, mais aussi des humiliations publiques comme des brimades, des moqueries, des exhibitions publiques. L'année 1938 marque un tournant dans cette politique car durant la nuit du 9 et 10 novembre, l'État allemand organise un pogrom, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire allemand, on a recours à la violence et à l'exécution volontaire de juifs coordonnée par l'État. C'est durant cette nuit, appelée nuit de cristal, que 280 synagogues sont incendiées, 30 000 juifs sont arrêtés, 3 000 autres sont assassinés. L'objectif de ce pogrom était d'intimider les juifs et les pousser à l'émigration.
Cette nouvelle étape dans le processus s'accompagne de nouvelles lois antisémites interdisant de nouveaux métiers aux Juifs. Passons maintenant à la deuxième phase de cette politique, la phase d'extermination de masse ou génocide. Petit rappel du mot génocide, il s'agit de l'extermination massive et volontaire d'un peuple, ici les Juifs, par un autre peuple, ici les nazis, pour des raisons raciales ou religieuses. Cette phase démarre avec l'entrée en guerre en 1939 et notamment l'invasion de la Pologne. Pour les nazis, la guerre est l'occasion de débarrasser l'Europe des Juifs, des Tziganes, des personnes handicapées, des homosexuels et des populations slaves, c'est-à-dire d'Europe de l'Est. L'élimination de ces populations se fait au départ par des camps de concentration, comme celui de Dachau, de Buchenwald ou encore d'Auschwitz, qui ont été créés à l'origine pour enfermer les opposants au régime. Avec la guerre, les nazis développent dans ces camps une logique de mort des individus par le travail forcé. Ces camps accueillent alors des Juifs déportés de toute l'Europe occupée. D'autre part, dans les villes d'Europe de l'Est, les Juifs sont regroupés dans des quartiers réservés, les ghettos, où les conditions de vie sont très dures. Ils y sont contraints à la pauvreté, au rationnement, au confinement. Le plus important est celui de Varsovie, construit en 1940, dans lequel vivent 380 000 personnes. Puis à partir de 1941, Hitler, qui a vaincu et occupé tous les pays d'Europe occidentale en dehors de l'Angleterre, décide d'envahir l'URSS et rompt ainsi le pacte germano-soviétique. L'avancée rapide des troupes de la Wehrmacht dans l'ouest de l'Union soviétique s'accompagne des premiers massacres de masse de Juifs par des unités SS appelées les Einsatzgruppen. Ces massacres, plus connus sous le nom de Shoah par balle, sévissent de 1941 à 1943. Enfin, l'année 1942 marque un tournant dans la guerre car les armées allemandes connaissent les premières défaites à Stalingrad et El Alamein et l'expansion allemande connaît un coup d'arrêt. Face à ce revirement de situation, le Troisième Reich décide l'accélération du processus d'opération. Le 20 janvier 1942, les dignitaires nazis se réunissent à la conférence de Wannsee et décident la solution finale au problème juif, c'est-à-dire l'élimination systématique de tous les juifs d'Europe dans des camps de la mort. Ce procédé se poursuit jusqu'à la fin de la guerre. Il faut maintenant aborder les différents procédés qui ont servi à exterminer ces populations. Tout commence en Allemagne avec la création des camps de concentration. Ce sont des centres de détention de grande taille pour interner, exploiter la force de travail et tuer des individus opposés au régime ou ensuite des groupes ethniques ou religieux. L'élimination de ces populations se fait dans des camps de travaux forcés dans lesquels les conditions de vie, d'hygiène, de travail condamnent les détenus à une mort lente. Ainsi, Oranienburg, mais également une centaine de camps de ce genre, apparaissent en Allemagne durant l'année 1933. Mais c'est la création du camp de Dachau qui va servir de modèle pour mettre en œuvre les bases du système concentrationnaire nazi. Dans ces camps, on exige l'obéissance aveugle des gardiens aux ordres, la mise en place d'un système de surveillance, de discipline et de châtiment des détenus, dont le but est de briser psychologiquement, moralement et physiquement les prisonniers. Les premiers camps sont ensuite fermés pour regrouper pendant l'été 1937 les détenus dans 4 camps principaux: Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald et Lichtenburg pour les femmes. Dans tous les camps se met en place une violence, une cruauté contrôlée et disciplinée, un véritable système de terreur bien codifié. La rééducation est censée se faire par le travail, d'où les inscriptions au-dessus des portes d'entrée comme ici à Dachau, Arbeit macht frei, ce qui signifie « le travail rend libre ». Les premiers détenus sont des prisonniers politiques, des criminels, des apatrides, des asociaux, des témoins de Jéhovah, des homosexuels. Puis, ce seront les tziganes, les juifs, les résistants. Les déportés sont classés selon des catégories reconnaissables par un signe distinctif. Triangle rouge pour les prisonniers politiques, triangle vert les criminels, triangle bleu les apatrides, triangle violet les témoins de Jéhovah, triangle rose les homosexuels, triangle noir les asociaux, triangle marron les tziganes. Enfin, l'étoile jaune pour les juifs. À la tête de chaque camp, on trouve un commandant, chef de la commandanture, puis ensuite des gardiens SS chargés d'encadrer,
Et pour surveiller le travail des détenus dans les commandos, les SS confient de nombreuses tâches à des détenus responsables de blocs appelés capos ou prominenten. Ces tâches sont de préférence déléguées au triangle vert, c'est-à-dire aux criminels. Les déportés arrivent par convoi après un transport éprouvant en train dans des wagons à bestiaux. À leur arrivée, ils sont séparés en 2 rangs sur le quai d'arrivée, situés à l'intérieur ou à proximité d'un camp. Ils subissent dès leur arrivée une première sélection. Il s'agit d'un examen médical encadré par les médecins SS du camp qui sépare les individus aptes au travail, c'est-à-dire entre 18 et 40 ans, bien portants, mais ils ne forment que 20% d'un convoi. Et de l'autre côté, on trouve les inaptes, c'est-à-dire les enfants, les vieillards, les malades, les handicapés, soit 80% du reste du convoi. Ces derniers sont directement regroupés, déshabillés et gazés dans des chambres à gaz avant d'être incinérés dans des fours crématoires. Les aptes sont quant à eux orientés vers des salles où ils sont déshabillés, rasés, parfois tatoués et ensuite habillés de la tenue rayée. Puis on leur fait subir une quarantaine, c'est-à-dire une période d'apprentissage du fonctionnement du camp, accompagnée de brimades et de travaux inutiles pour les briser. Après cela, ils sont affectés à des baraquements et commencent alors la vie dans le camp. Les prisonniers travaillent plus de 12 heures par jour. Ce sont eux qui construisent et aménagent le camp, sous la surveillance des gardiens SS et des capots. Outre les assassinats et les brutalités perpétrées par les gardiens ou les capots, les principales causes de mortalité dans les camps découlent de la sous-alimentation chronique des détenus, mais également de l'épuisement par le travail, des conditions d'hygiène déplorables et de l'absence de repos physique ou psychique. Avec la guerre, les nazis développent dans ces camps une logique de mort des individus par le travail forcé. Les débuts de l'extermination commencent réellement à partir de 1941 sur le front de l'Est, notamment en Ukraine, en Biélorussie, en Lituanie, en Lettonie et enfin en Estonie. Ce ne sont pas encore des opérations planifiées à grande échelle, mais il s'agit de tuer les Juifs au fur et à mesure de l'avancée de l'armée allemande en URSS. Ce sont le plus souvent des fusillades de masse, d'où l'expression « Shoah par balle », exécutées par des unités SS spécialisées. Ces Einsatzgruppen ou groupes d'opération sont des unités spéciales composées de SS mais aussi de policiers et de collaborateurs locaux. Ils ont pour objectif de procéder à des massacres collectifs de populations juives et tziganes sur le front de l'Est. Un exemple, le massacre de Babi Yar. Près de Kiev en Ukraine, à Babi Yar, plus de 33 771 juifs sont exécutés sur 2 jours, les 29 et 30 septembre 1941. Et 60 000 autres exécutions ont lieu dans les mois qui suivent. Pendant la même période ont lieu les premières expériences de gazage. Des juifs sont alors rassemblés dans des camions, enfermés, et les gaz d'échappement sont dirigés à l'intérieur des camions où les victimes meurent asphyxiées. Mais les dirigeants nazis, en particulier Hitler, mais également les 2 responsables de la solution finale, Himmler et Heydrich, veulent accélérer l'extermination à partir de 1942, car l'Axe subit ses premières défaites sur le plan militaire. Après avoir songé à déporter les Juifs aux confins de la Sibérie, et même jusqu'à Madagascar, ils choisissent de perfectionner l'utilisation des gaz, et notamment le zyklon B ou acide prussique. Fin 1941, les premières installations sont construites à proximité de camps de concentration déjà existants. Ce choix est officialisé lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 sous le nom de solution finale. À partir de là, les nazis planifient la mort industrielle. Pour cela, ils construisent des camps d'extermination. Les camps d'extermination se distinguent des camps de concentration par leur unique activité, l'assassinat de masse. Ils mettent en pratique des méthodes industrielles pour le massacre organisé des Juifs et des Tziganes. Il existait 6 camps d'extermination situés dans l'est du Grand Reich, sur le territoire polonais. Belzec, Chelmno, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Auschwitz. Ici, les convois se succèdent et dès l'arrivée, la quasi-totalité des déportés est gazée sans sélection. Le cas particulier d'Auschwitz-Birkenau. Ce camp est à la fois un camp de concentration et d'extermination. Le camp est créé en mai 1940
et il sera libéré par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. En 5 ans d'existence, plus de 1,3 million d'hommes et de femmes, d'enfants meurent à Auschwitz, dont 900 000 immédiatement à leur sortie des trains qui les y amenaient. 90% de ces personnes étaient juives. Au printemps 1944, les fours crématoires d'Auschwitz brûlent jusqu'à 12 000 corps par jour. Finalement, face à l'avancée de l'Armée rouge, le commandant du camp reçoit l'ordre d'évacuer le camp le 17 janvier 1945. Commence alors le déplacement de 60 000 personnes sur les routes en direction de l'Allemagne, durant lesquelles de nombreux déportés meurent. On appellera ces marches les marches de la mort. Le camp est finalement libéré par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945, mais il ne reste sur place que 7 000 survivants. Bilan de cette politique, la politique d'extermination des nazis se mesure de plusieurs manières. Sur le plan humain, les différents procédés utilisés par les nazis sont responsables de la mort de 6 millions de personnes. Sur ces 6 millions, 5,1 millions sont des juifs, soit 65% de la communauté juive d'Europe. 1,3 million sont morts par la Shoah par balle, 3 millions dans des camps, 800 000 par ghettoisation. Mais sur ces 6 millions, on compte également 220 000 tziganes, soit 25% de cette communauté, tout le reste étant composé de résistants, d'homosexuels ou d'opposants politiques. Sur le plan psychologique, cette politique et surtout ses pratiques ont profondément traumatisé le monde entier. La découverte des camps par les Russes et les Américains a révélé au monde entier les meurtres commandités par les nazis. Sur le plan étymologique, ce génocide prend rapidement le nom de Shoah, terme hébreu qui désigne une destruction totale. Enfin, les Alliés décident de créer une procédure judiciaire exceptionnelle afin de juger les responsables nazis qui sont arrêtés et traduits devant un tribunal militaire international connu sous le nom de tribunal de Nuremberg. Ces procès se déroulent en Allemagne entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946. Ainsi, 24 responsables du Troisième Reich sont accusés de complot, de crimes de guerre, de crimes contre la paix, et un nouveau chef d'inculpation apparaît, celui de crimes contre l'humanité. Sur les 24 responsables, 12 d'entre eux seront condamnés à mort, les autres à perpétuité.